Bonjour et bienvenue. Une question que beaucoup se posent est la suivante. Le narcissisme est-il un phénomène nouveau? Eh bien, manifestement pas. Il semble qu'un système de pensée ancien, formalisé par des théologiens et des philosophes, ait construit toute une classification des péchés autour des caractéristiques exactes qui composent aujourd'hui le portrait psychologique du narcissisme. Le manque d'empathie, le sentiment que tout nous est dû, la grandiosité, la rage, l'arrogance, la rancune, l'envie, la convoitise, l'avidité. Tout y est. Avant de plonger dans ce voyage fascinant au cœur de la psyché humaine, si vous trouvez de la valeur dans ces explorations, pensez à partager cette lumière. Un simple partage ou un « j'aime » permet à cette connaissance d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin et qui cherchent des réponses. Que la paix et la clarté accompagnent votre écoute. L'idée de cette exploration m'est venue un peu par hasard. J'étais bloqué dans un aéroport, mon vol retardé, et mon esprit s'est mis à vagabonder vers ce concept ancien, les 7 péchés capitaux. Initialement codifiés dans le canon de la pensée chrétienne catholique, ces concepts ont infusé toute la culture occidentale. En les étudiant, j'ai réalisé que ces 7 péchés étaient historiquement considérés comme des prédispositions au mal. Mais plus je lisais, plus j'avais l'impression de lire une description clinique du narcissisme, vieille de près de 2000 ans. C'est une exploration frappante. Les 7 péchés capitaux se lisent presque comme un ancien manuel de diagnostic psychologique. Alors, je vous propose un petit jeu. Pensez aux relations narcissiques importantes dans votre vie. Et à mesure que j'énumère chaque péché, voyez si vous pouvez cocher les cases qui correspondent à cette personne. Je ne serais pas surpris si elle les possédait tous les 7. Le premier péché capital est l'orgueil. Dans cette taxonomie ancienne, l'orgueil n'est pas la fierté saine, mais l'arrogance, l'hubris. C'est considéré comme la mère de tous les autres péchés. On peut imaginer pourquoi les penseurs de l'époque s'en méfiaient tant. Une personne orgueilleuse se croit au-dessus des lois, des règles communes. Et à l'époque, les règles étaient le ciment de la société. Dans le contexte du narcissisme, l'orgueil est tout. C'est l'arrogance et le sentiment que les règles ne s'appliquent pas à eux, qu'ils sont au-dessus de tout et de tout le monde. La vertu opposée à l'orgueil est l'humilité, qui, ironiquement, est un élément clé de ce que les psychologues appellent l'agréabilité, le trait de personnalité diamétralement opposé à l'antagonisme qui caractérise le narcissisme. Le deuxième péché est l'avarice ou la convoitise. Le cadre religieux décrivait cela comme le désir de prendre plus que ce dont on a besoin. Les personnes avares convoitent ce que les autres possèdent. Pour elles, peu importe ce qu'elles obtiennent, ce n'est jamais assez. L'avarice est une composante centrale du narcissisme. Les narcissiques sont envieux, compétitifs, et ils détestent ne pas être en position de pouvoir. Les biens matériels, l'argent, sont pour eux des instruments de ce pouvoir. Et cette avidité ne s'apaise jamais. Le troisième péché est la luxure. C'était en quelque sorte la vision de l'addiction sexuelle au 5e siècle. La luxure est l'idée d'un désir débridé, sans limite. Elle recoupe la convoitise, car elle représente le fait de céder à ses désirs à l'instant où ils apparaissent, sans aucune retenue. Dans une lecture moderne, la luxure jette les bases de ce que nous appelons un comportement sexuel dérégulé, sans considération pour l'impact sur autrui. Le narcissisme est en effet corrélé à des comportements sexuels obsessionnels et dérégulés, et souvent associé à l'addiction sexuelle, ce qui semble correspondre parfaitement à ce que les anciens décrivaient. Le 4e péché capital est l'envie. Et la grande ironie ici, c'est que l'envie fait explicitement partie des critères de diagnostic moderne du trouble de la personnalité narcissique dans le DSM. L'envie s'appuie sur l'avarice et la luxure. Ce n'est pas seulement vouloir quelque chose, c'est vouloir ce que quelqu'un d'autre possède. Les conceptions anciennes de l'envie décrivaient même un processus par étapes. D'abord nuire à la réputation de la personne qui a ce que vous voulez, puis se réjouir de son malheur, ce que les Allemands appellent Schadenfreude. Les narcissiques non seulement envient les autres, mais ils croient aussi souvent que les autres les envient. L'envie est une véritable boussole pour le narcissisme. Le 5e péché est la gourmandise. Il s'agit de la surconsommation, généralement de nourriture. L'implication, surtout à une époque de plus grande précarité alimentaire, était que si une personne mangeait trop, cela signifiait qu'une autre manquait. Manger plus que sa part pendant que d'autres ont faim. On retrouve ici le thème du manque d'empathie.
La gourmandise, comme l'avarice et la luxure, est une forme de dérégulation. Aujourd'hui, on pourrait traduire cela par le besoin obsessionnel d'être vu dans le dernier restaurant à la mode, de consommer ce qu'il y a de mieux, et bien sûr, de le publier sur les réseaux sociaux. C'est vouloir plus, avoir mieux que les autres, sans se soucier de savoir si les autres ont simplement assez. C'est la surconsommation alliée au manque d'empathie. Le 6e péché est la paresse. Et c'est ici que ça devient fascinant. Les anciens avaient vraiment mis le doigt sur quelque chose. La paresse, telle qu'ils la décrivaient, capture parfaitement le concept de narcissisme vulnérable. Je pensais traditionnellement à la paresse comme de la simple fainéantise. Mais c'est bien plus que ça. C'est une apathie, un manque d'empathie, une gamme d'émotions limitées, un manque de motivation, un souci exclusif pour soi-même et un désintérêt pour les autres. Les personnes paresseuses, dans ce sens, sont négligentes, en retard, et se posent chroniquement victimes. C'est une description parfaite du narcissisme vulnérable. Cela signifie que les observateurs de l'époque voyaient déjà ces individus maussades, susceptibles, passifs-agressifs, et ils leur ont donné un nom, la paresse. Et enfin, le 7e péché, la colère. La colère ici n'est pas juste le fait d'être en colère. C'est une colère mêlée de vengeance. Les théologiens de l'époque ne condamnaient pas la colère en soi. Elle devenait un péché lorsque sa cible était une personne innocente, lorsqu'elle était disproportionnée, punitive et implacable. Cela vous semble familier? C'est exactement le type de colère que l'on observe dans le narcissisme. Une rage réactive, orientée vers la vengeance, punitive, et qui ne semble jamais s'apaiser. Oui, ces 7 péchés capitaux sont issus d'un cadre religieux. Mais si l'on regarde au-delà, on s'aperçoit qu'ils décrivent un schéma de comportement humain profondément dysfonctionnel. Ce n'était pas la fierté saine, mais l'arrogance. Ce n'était pas savourer un bon repas, mais festoyer pendant que d'autres meurent de faim. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend aujourd'hui? Que le narcissisme n'a rien de nouveau. L'humanité a identifié ce problème depuis des millénaires. Nous l'avons simplement renommé. Mais si les péchés capitaux décrivent si bien le narcissisme, qu'en est-il des 7 vertus célestes? Décrivent-elles les personnes qui se retrouvent piégées dans ces relations? La réponse est, en grande partie, oui. Ce n'est pas une correspondance aussi parfaite, mais elle est troublante. Chaque vertu est le contrepoids d'un péché. La première vertu est l'humilité, opposée à l'orgueil. L'humilité, c'est l'authenticité, la clarté sur qui l'on est, ses forces et ses faiblesses. C'est être libéré de l'ego. La plupart des survivants de relations narcissiques que j'ai rencontrés possèdent une grande humilité. Cependant, il y a un piège. Une forme extrême d'humilité peut mener à la soumission, à céder même face à ceux qui nous font du mal. La deuxième vertu est la charité, opposée à l'avarice. La charité est conçue comme l'amour de Dieu et des autres. C'est le don de soi. On voit immédiatement comment cette vertu peut devenir un piège. La charité pousse à continuer d'aimer la personne même quand elle vous nuit, à donner toujours plus de soi à quelqu'un qui ne vous rend rien. La troisième vertu est la chasteté, opposée à la luxure. De toutes les vertus, c'est la plus délicate. Dans un sens plus large, on peut la voir comme la tempérance, la maîtrise de ses appétits, ce qui signifie la régulation. Cependant, les narcissiques utilisent souvent la sexualité pour humilier et contrôler leur partenaire, faisant de la sexualité un champ de mine plutôt qu'une vertu. La quatrième vertu est la bonté, ou la bienveillance, opposée à l'envie. La bonté n'est-elle pas le portrait de la plupart des survivants? La bonté est un pilier de l'empathie. Les personnes bienveillantes ont tendance à donner des excuses, à justifier le comportement des autres, non par bêtise, mais parce qu'elles essaient de comprendre. La bonté véritable, celle qui se réjouit du succès des autres, est l'antithèse du narcissisme. La cinquième vertu est la tempérance, opposée à la gourmandise. La tempérance, c'est la régulation, le contrôle des impulsions, la modestie, le pardon. De nombreux survivants de relations narcissiques sont surrégulés. Ils retiennent leurs émotions, pardonnent trop vite et donnent d'innombrables secondes chances, ce qui ne fait que perpétuer le cycle de l'abus. La sixième vertu est la diligence, opposée à la paresse. La diligence n'est pas seulement le fait de travailler dur. C'est faire ce qui est juste, encore et encore,
simplement parce que c'est la bonne chose à faire, sans attendre de récompense. Avoir cette vertu peut vous piéger, car vous continuez à faire ce qui est juste dans une relation où le « juste » ne vous reviendra jamais. Et la 7e vertu est la patience, opposée à la colère. La patience, dans sa définition classique, c'est l'endurance, faire face aux difficultés avec calme et sans réactivité. Et là encore, n'est-ce pas la description de la plupart des gens coincés dans une relation narcissique? La règle tacite est que le narcissique a le droit d'être dérégulé et furieux, tandis que vous devez rester patient et calme. Si vous montrez la moindre émotion, vous êtes accusé d'être trop sensible. À l'exception peut-être de la chasteté, les vertus célestes décrivent de manière troublante les qualités de nombreux survivants. La patience, la diligence, la bonté, l'humilité. Ces qualités merveilleuses deviennent des vulnérabilités lorsqu'elles sont exploitées. Mais l'analyse ne s'arrête pas là. Passons à une perspective plus moderne et scientifique. Le docteur John Gottman, un chercheur de renommée mondiale sur les relations de couple, a identifié ce qu'il a appelé les 4 cavaliers de l'Apocalypse, 4 schémas de communication qui prédisent le divorce avec une précision effrayante. Ce qui est fascinant, c'est que ces 4 cavaliers sont le mode de communication par défaut dans une relation narcissique. Le premier cavalier est la critique. Il ne s'agit pas d'une plainte spécifique, mais d'une attaque contre le caractère de la personne. Au lieu de dire « je suis triste que tu n'aies pas fait la vaisselle », la critique dit « tu es tellement paresseux, tu ne fais jamais rien ». C'est le refrain constant de la relation narcissique. Le deuxième cavalier est l'attitude défensive. C'est une réaction quasi réflexe à la critique. Quand on se sent attaqué, on se défend. Chez les narcissiques, l'attitude défensive prend souvent la forme du déni ou du gaslighting. La relation devient une danse défensive épuisante. Le troisième cavalier est le mépris. C'est simplement être méchant, mais avec une nuance de dédain et de supériorité. Le mépris, c'est regarder l'autre de haut, comme s'il était dégoûtant. Le mépris peut viser vos amis, votre famille, votre façon de cuisiner, ou même votre façon d'éternuer. Selon Gottman, le mépris est le prédicteur le plus fiable du divorce. Le quatrième cavalier est le mur du silence, ou le retrait. C'est la tactique favorite du narcissique. Refusez de parler d'un sujet, quittez la pièce pendant que vous parlez, le traitement silencieux, regardez son téléphone pendant une conversation. Ce sont toutes des formes de retrait. Gottman propose des antidotes à ces cavaliers. Mais voici le problème. Ces antidotes sont non seulement inefficaces avec un narcissique, mais ils peuvent même aggraver l'abus. L'antidote à la critique est d'utiliser des phrases commençant par « je » pour exprimer ses sentiments. Imaginez dire à un narcissique « je me sens un peu anxieux et j'aimerais te parler de ma journée ». Vous ne seriez accueilli que par du mépris. L'antidote au mépris est de construire une culture d'appréciation. Mais apprécier un partenaire narcissique, c'est renforcer le lien traumatique et la dissonance cognitive. L'antidote à l'attitude défensive est de prendre sa part de responsabilité. Mais cette technique ne fonctionne que si les 2 partenaires le font. L'antidote au retrait est de faire une pause pour s'apaiser. Mais le narcissique n'entendra jamais votre besoin lorsque vous le lui signalerez. La conclusion inévitable, basée sur la recherche de Gottman, est que ces relations ne peuvent tout simplement pas fonctionner de manière saine. Les mécanismes mêmes qui les définissent sont ceux qui prédisent leur fin. Alors, que retenir de tout cela? Que ce soit à travers la sagesse ancienne des péchés et des vertus, ou à travers la science moderne des relations, le constat est le même. Les schémas narcissiques sont destructeurs. L'histoire et la psychologie ne nous offrent pas seulement des récits, mais aussi une carte de l'âme humaine. Si vous vous reconnaissez dans ces vertus, la bonté, la patience, l'humilité, sachez que votre bonté n'est pas une faiblesse. C'est une force immense. Mais une force qui doit être protégée et offerte à ceux qui la méritent. En lisant attentivement cette carte, nous apprenons non seulement à comprendre les autres, mais surtout à nous protéger nous-mêmes et à choisir des relations où nos vertus peuvent s'épanouir et non être exploitées.